d'organiser l'événement. Celui qui m'a soumis l'idée, que j'ai accepté tout de suite, après la publication de l'ouvrage. Donc je le remercie énormément. C'est un immense poète mauritanien, ce Souleymane, qui caresse la beauté, qui possède la grammaire. Il faut l'encourager aussi dans sa démarche. Donc je reviens à la question. La transatlanticité, c'est l'expression d'une identité, l'identité transatlantique. J'ai essayé de forger un mot, donc un néologisme de la transatlanticité, pour conceptualiser cette identité. La conceptualiser pour pouvoir la valoriser dans le cadre universitaire. Je suis parti de la négritude de Césaire, de Senghor, de Damas, comme mouvement fondateur de la transatlanticité pour cheminer vers Édouard Glissant. Donc je retiens trois réalités liées à la transatlanticité. La réalité historique qui remonte à la traversée de l'Atlantique avec la cale du bateau négrier, là où on a transbordé les Africains, là où on mettait un Guinéen, un Nigérien et un Éthiopien pour abolir toute forme de résistance. C'est en ce sens que ces esclaves, à travers les plantations, ont inventé des variantes linguistiques dites créoles, le créole martiniquais, n'est-ce pas, le créole guadeloupéen, le créole réunionnais. Ils ont aussi inventé, à travers la mémoire du corps, des musiques aujourd'hui mondiales. Le blues, le jazz, la mazurka, la biguine, antillaise, ce sont des musiques nées, finalement, dans la cale du bateau négrier et par la suite dans les plantations. Ensuite, ils ont essayé avec des instruments européens, américains, moderniser ces musiques aujourd'hui valables pour tout le monde. Il y a aussi la réalité culturelle de la transatlanticité qui remonte aux poétiques de la négritude en 1935. Le mot nègre a été lancé sur la figure d'Aimé Césaire comme une poubelle, n'est-ce pas, comme un crachat, comme une saleté. Il a ramassé le mot, il en a fait une parure identitaire. Il a ramassé le mot, il en a fait une force philosophique, n'est-ce pas, une vision du monde. Il marchait dans les rues de Paris à travers l'été 1935, lorsque on l'a interpellé en lui disant « sale nègre, petit nègre ». Au lieu de se lamenter, au lieu de tomber dans la posture victimaire, il est rentré chez lui, il a réuni ses amis voilà, de toujours, Damas et Senghor, n'est-ce pas. Il a raconté sa mésaventure parisienne à travers la place d'Italie. Il leur a dit, il faut poser l'acte. On ne peut pas rester là, encaisser ces insultes sans rien faire. Senghor et Damas lui ont dit, mais on est jeunes, on est étudiants, on n'a rien. Il leur a dit, qu'importe. Il a pris un bout de papier, négritude en négritude. Voilà, à partir de là, il a forgé un mot, le mot négritude. Et à travers la revue L'étudiant noir, le mot négritude qu'il a forgé est devenu un concept mondial, partagé par la suite par des intellectuels français comme André Breton, avec la préface de 1947, à travers la revue Hémisphère à New York, et par Jean-Paul Sartre, avec aussi la préface de texte de Senghor, l'anthologie de la poésie nègre et malgache, et avec Picasso, avec tous les tableaux qu'il a réalisés, n'est-ce pas, sous l'inspiration de la négritude. Donc ça, c'est la réalité culturelle de la négritude. Il y a aussi la réalité sociologique de la transatlanticité qui renvoie aux rencontres d'écrivains, d'artistes noirs à Paris, à Rome et à Dakar. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, des écrivains, des artistes noirs, en 1956, se regroupent à Paris. Voilà, entre le 19 et le 22 septembre. Cette réunion d'intellectuels et d'artistes noirs a eu le mérite, finalement, de faire l'inventaire des réalités hideuses et difficiles de l'esclavage et du colonialisme à Paris. C'est à partir de là qu'on a commencé à théoriser la civilisation négro-africaine par Léopold Sédar Senghor. Bon, la rencontre aussi a soulevé un certain nombre de problématiques liées aux divergences d'opinion entre, par exemple, Richard Wright, n'est-ce pas, et Senghor. Senghor a avancé l'hypothèse de la civilisation négro-africaine pour définir finalement les implications sociologiques de la transatlanticité. Là où Richard Wright lui a dit, bah non, les Afro-Américains ont leur spécificité culturelle qu'il ne faut pas nier. C'est la prise de parole de Césaire qui a calmé finalement les esprits. Césaire a été beaucoup plus conciliant, en indiquant qu'il existe des liens entre les valeurs culturelles, n'est-ce pas, des régions liées à l'Atlantique et aussi à la civilisation négro-africaine. Ensuite, après avoir égrené ces réalités transatlantiques, je reviens au concept. Le concept de transatlanticité m'a permis, d'une certaine façon, de faire une lecture novatrice de la négritude. Parce que je pense que, dans le cadre universitaire, en tout cas, du point de vue occidental, il y a une lecture étriquée de la négritude que je combats. Autrement dit, certains pensent que la négritude est biologique, que la négritude est raciale. Or, c'est un mouvement littéraire, comme le romantisme, comme le symbolisme.
Et comme mouvement littéraire, le mouvement évolue. Voilà, c'est une pensée, c'est une philosophie, c'est une vision du monde, la négritude. Et la transatlanticité m'a permis finalement d'indiquer à quel point les apports de Césaire, de Senghor, de Damas ont été déterminants, n'est-ce pas, pour les régions liées à l'Atlantique. La négritude, c'est la première étape dialectique de la conscientisation des Antilles et aussi de l'Afrique. La négritude a formé plusieurs générations d'écrivains antillais, africains, et même au-delà, transatlantiques. Parce que l'œuvre de Césaire est universelle, non ce n'est pas une œuvre tout simplement liée aux Antilles ou à l'Afrique. Césaire a écrit pour tout le monde. Il a écrit pour l'Afrique, il a écrit pour les Antilles, et aussi il a écrit pour toutes les consciences colonisées, d'une certaine